Mariage arrangé et empêché. Par l'entremise des pensionnats, les autorités des affaires indiennes et de l'Église cherchaient à étendre leur mainmise sur les aspects les plus intimes de la vie des enfants autochtones. De l'avis des autorités des affaires indiennes, elle avait le droit, puisqu'elle payait pour éduquer les élèves, de décider qui ils épouseraient. Les autorités gouvernementales craignaient que les élèves qui épousent une personne n'ayant pas reçu une éducation dans un pensionnat retournent à leur mode de vie traditionnel, non civilisé entre guillemets. Le contrôle gouvernemental sur les mariages faisait partie intégrante de la politique soutenue d'assimilation forcée. En 1890, le commissaire des Indiens, Arthur Reed, reproche au directeur du pensionnat de Qu'Appelle, Joseph Huguenard, d'autoriser les filles de son pensionnat à épouser des garçons qui n'étaient pas allés à l'école sans préalable demander à l'Organisation des affaires indiennes. Le commissaire Reed soutient que l'assertion selon laquelle seuls les parents ont le droit de se prononcer sur de telles décisions ne peut en aucun cas tenir pour vrai. Non seulement le gouvernement encourageait-il les mariages entre élèves, il y a en outre commencé à intégrer le mariage au processus de départ des élèves. Dans son rapport annuel de 1896, le sous-ministre Arthur Reed écrit « Quand les élèves sont assez âgés et lorsque l'on considère en situation de se pouvoir à eux-mêmes, on cherche à leur faire contracter mariage à leur sortie de l'école ou aussitôt que possible. » En d'autres mots, on attendait des directeurs qu'ils arrangent des mariages pour les élèves en fin de programme. Il arrivait régulièrement que les directeurs rapportent et célèbrent des mariages entre élèves, voire les arrangent. Le révérend P. Clayson, directeur du pensionnat de l'île Cooper, rapporte en 1909 avoir réussi à unir une de nos filles qui devait quitter le pensionnat avec l'un de nos meilleurs garçons, lui aussi sur le pont de quitter le pensionnat. Le directeur du pensionnat de Kamloops, A.M. Carrion, déclare « Il me fait plaisir de signaler ici de nouveau que depuis mon dernier rapport, 2 autres couples d'anciens élèves se sont unis par les liens du mariage. Les anciens élèves qui se marient entre eux sont bien plus aptes à conserver les habitudes de la vie civilisée qu'ils ont acquises à l'école. » Des efforts étaient également déployés pour empêcher les mariages entre conjoints jugés incompatibles. En 1895, l'agent des Indiens Magnus Begg déclare à des membres de la réserve des Pieds-Noirs qu'aucun jeune homme ne peut épouser une fille ayant fréquenté une école industrielle ou une école communale sans avoir préparé une maison avec 2 chambres et sans posséder des vaches et l'écurie nécessaire, et ainsi de suite. Cette année-là, les directeurs et les agents des Indiens reçoivent la directive de demander l'autorisation du ministère avant de permettre aux élèves de se marier. Les directeurs ont continué d'arranger des mariages jusque dans les années 1930. En 1936, le directeur de l'école catholique romaine d'Onion Lake dresse une liste d'élèves venant d'avoir 16 ans qui ne devaient pas, selon lui, quitter le pensionnat, faisant remarquer qu'ils insitaient pour que les élèves restent au pensionnat parce qu'ils tentent toujours de les marier à leur départ de l'école. Il voulait qu'une élève de 18 ans reste au pensionnat jusqu'à la fin du battage automnal pour qu'elle puisse ensuite épouser un ancien élève et qu'une autre élève, elle aussi âgée de 18 ans, demeure en pensionnat jusqu'à ce qu'elle se marie dans l'année. En 1922, le président du comité de Winnipeg sur le travail des Indiens de l'Église presbytérienne exhorte le gouvernement de se rendre illégal le mariage d'un élève ou d'un ancien élève du pensionnat sans obtenir l'autorisation de l'agent des Indiens. Les presbytériens proposaient que les enfants issus de ces mariages non autorisés se voient refuser des allocations prévues dans le traité jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 21 ans et interdire toute éducation. Bien que cette mesure n'ait pas été adoptée, elle témoigne du peu d'égard qu'avait l'Église pour l'autonomie du peuple autochtone.
C'est tout.